Eh bien moi, je vais te parler d'un meurtre qui a eu lieu le 2 novembre 2001, il y a donc plus de 20 ans. La victime s'appelle Eric Kallers, et c'est un homme qui a été tué d'une balle dans le dos. Alors ça s'est passé juste devant chez lui, dans un village du Pas-de-Calais, mais le plus étrange dans tout ça, c'est que personne n'a rien entendu, et que ça s'est passé en juste quelques minutes. Et juste avant de te raconter toute cette histoire, j'aimerais te donner un petit peu de contexte et te parler de la victime et de sa famille. Donc, comme je te l'ai dit, la victime s'appelle Eric Kallers. Il est né le 4 décembre 1961 et c'est un ouvrier ajusteur à l'usine de la cristallerie d'Arc. Il habite à Buzne, une petite commune de 1200 habitants. Sa maison est dans un hameau à 800 mètres du bourg, au milieu de champs de betteraves. Ses parents étaient d'ailleurs des exploitants agricoles et cultivaient la betterave depuis plusieurs générations. Donc voilà, famille betterave, autour de la betterave, quoi, depuis des années. C'était un homme caractérisé comme sérieux, discret, timide, introverti. Il n'avait pas d'ennemis connus et il était apprécié de tout le monde. Ses collègues de travail louaient sa droiture, il était toujours prêt à rendre service, il aimait le jardinage et passait beaucoup de temps justement dans son jardin. En avril 1980, il se marie avec Cécile Cordonnier, une des 8 enfants de la ferme voisine. Ils ont un fils, Rémi, en 1990. Et c'est un collègue, Bruno Havet, qui l'emmenait le matin et le soir pour les trajets entre le travail et sa maison. Eric Kallers, il avait bien une voiture, une Renault 11, mais il l'avait mis en vente au moment des faits et elle était garée devant sa maison. Donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'un collègue pour l'emmener au travail. Hmm. Et donc je vais maintenant vous raconter ce qu'on sait du soir du 2 novembre 2001. Ce qu'on sait, c'est qu'à 21h23, un voisin, promenant son chien, passe devant la maison des Kallers. La voiture d'Eric est bien présente et ses pneus sont intacts. Là, tu vas te demander pourquoi je te parle des pneus. À Ouais, 21h... exact. Ouais, Pourquoi tu me parles des c'est pneus? bizarre, tiens, les pneus, ils arrivent comme ça. À 21h30, Bruno Havet dépose Eric Kallers devant chez lui. Celui-ci remarque que les 2 pneus côté conducteur de sa voiture sont à plat. Donc, Ok, il c'est y a 7 bizarre. minutes, ils étaient encore corrects. Il rentre chez lui pour saluer sa femme, Cécile, et lui dit qu'il ressort dehors pour vérifier les pneus. À 21h37, Cécile sort pour vérifier si tout va bien. Elle retrouve son mari étendu sur le dos près de sa voiture en train d'agoniser. Ben voyons. Donc ça s'est passé très rapidement. Ben oui. Quelqu'un l'attendait. C'est A, sûr. a priori, quelqu'un l'attendait, ouais. Donc les secours arrivent sous peu, mais c'était déjà trop tard pour Eric Kallers qui meurt entre-temps, à l'âge de 39 ans, d'une balle reçue dans le dos. Une balle en plus, ça fait du bruit quand même, un Ouais, fusil, là. ça fait du bruit, mais Ok. a Ben, priori, il suffit de mettre... j'ai plus le mot. un, Dans un le chat, silencieux, un mais je veux dire, silencieux. ça, c'est... Comment, qui a ça, un silencieux? Un professionnel peut-être. Ah, oui, effectivement, un professionnel. Ok. Donc oui, après les secours, c'est la police qui arrive pour passer la scène de crime au peigne fin. Les agents trouvent au total 6 impacts de balles, donc 4 dans les pneus, une balle perdue qui est sur la voiture, et la dernière du coup dans le dos de la victime. Il faut savoir que toutes les douilles ont été ramassées. On a donc affaire à quelqu'un de médiculeux et qui n'était visiblement pas pressé. Ok, j'ai trop de questions. Je vais te laisser finir, là. Ok, ok, ça marche. Je te laisse finir. Alors, selon les experts, le tireur était allongé dans un fossé de l'autre côté de la route de son domicile. Curieusement, malgré le fait que les 6 balles aient été tirées, personne n'a rien entendu. Aucun coup de feu n'a été signalé par les voisins ni par la famille. Et donc ouais, à ce stade là j'aimerais quand même pointer du doigt la rapidité des actions. Je vous rappelle qu'à 21h23, la voiture avait ses pneus intacts. À 21h30, la victime arrivait à la maison et remarquait que ses pneus étaient à plat. Et à 21h37, sa femme l'a retrouvé mort. Enfin en train d'agoniser. Hmm. Donc tout s'est passé très très vite. Je pense d'ailleurs que si sa femme était sortie 1 ou 2 minutes plus tôt, elle se serait sûrement retrouvée nez à nez avec le tueur en train de ramasser les douilles juste à côté de la voiture. Ouais, parce qu'il fait... C'est le soir, là, on s'entend. Il est 21h, là, donc il y a pas de lumière. Théoriquement, il faut qu'il les retrouve, les douilles, là. Ouais, il y a très peu de lumière, sachant que moi j'ai regardé un petit peu sur Google Maps où c'était,
Et c'est vraiment... Ouais, c'est un hameau, hein, c'est vraiment paumé. Hein. Donc il n'y avait pas de lampadaire ou quoi que ce soit. 5 jours plus tard, le légiste du centre hospitalier de Lens a établi qu'il avait été tué par un seul projectile dans le dos, alors qu'il était accroupi pour vérifier l'état de ses pneus. Hmm. La balle a sélectionné l'aorte, l'hémorragie était telle qu'il ne pouvait pas survivre de toute façon, et l'arme du crime, ce serait un 22 long rifle. L'autopsie a également révélé des traces d'anxiolytiques, des médicaments habituellement utilisés pour traiter la dépression, ce qui est étonnant car a priori Eric Kallers avait une vie sans problème connue. Même sa femme ne savait pas qu'il en prenait en fait. Hmm. Donc ça c'est très bizarre. Après on en revient un petit peu à l'histoire de tout à l'heure où on disait c'est peut-être une théorie du suicide, mais non parce qu'a priori il allait bien, mais on n'en sait rien en fait. C'est dans la tête des gens quoi. On va parler des premières pistes. Il faut savoir que les enquêteurs ont rapidement trouvé le suspect idéal. Il s'appelle Jean-Michel Leblanc, c'est le beau-frère d'Eric Kallers, via sa femme, qui est donc la sœur d'Eric Kallers. La justice a suivi cette piste de manière un petit peu acharnée, et elle a négligé, à mon sens, pas mal d'autres pistes. Donc avant de vous parler de Jean-Michel Leblanc, j'aimerais bien vous parler des autres pistes qui pourraient expliquer le meurtre. La première, ça pourrait être tout simplement une erreur sur la personne. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que l'un des voisins des Kallers était un policier qui luttait sur des affaires de drogue. Et au moment des faits, il se sentait menacé, il pensait qu'on avait des raisons de s'en prendre à lui. Cependant, comme Eric Kallers ne ressemblait pas du tout à ce policier, l'hypothèse a rapidement été exclue. Mais j'aimerais quand même souligner, et tu l'as déjà dit, qu'on était aux alentours de 21h30 en novembre. Bah oui. À cette heure-ci, ouais, il fait nuit, hein. Il fait nuit noire. Bah oui. Ouais. Oui. Donc pour moi, ça reste quand même, à mon sens, plausible et difficile à écarter aussi facilement. Je suis d'accord. Deuxième hypothèse, qui peut également corroborer la première, ce serait un meurtre commandité. Et pourquoi pas justement commandité par un gang ou un trafiquant de drogue. Cette hypothèse, elle est basée sur la méthodologie appliquée pour attirer la victime, et également que les tirs semblaient extrêmement précis, et donc que l'on pourrait avoir affaire à un professionnel. Cette piste a été exclue car l'arme du meurtre et la personnalité d'Eric ne correspondaient pas à ce type de scénario. Sauf s'il y a une erreur sur la personne, encore une fois. Hein. Ouais. La troisième possibilité serait l'amant de Cécile Kallers, la femme d'Eric. Effectivement, celle-ci avait reconnu qu'elle avait eu une brève liaison avec le boucher du centre commercial de Béthune, l'endroit où elle travaillait. Ben la coquine. Eh oui, il y a toujours un amant dans l'histoire. Il y a un motif, en tout cas. Il y a un motif. Un motif. Et il était tout l'inverse d'Eric. Il était connu pour être macho, il était très endetté. Il avait fait l'objet de plusieurs plaintes concernant des violences domestiques. Cependant, la piste a été abandonnée car il avait a priori un solide alibi. C'est-à-dire? On ne le sait pas. Ok, on va leur faire confiance. Disons que c'est la police. Normalement, elle a fait son travail, donc on va faire confiance à la police. Mais on ne sait pas. A priori, il avait un alibi, quoi. Mais est-ce que ça pourrait être l'amant qui fait affaire avec un professionnel? L'amant qui aurait commandité le meurtre. Ouais. Ça peut être une hypothèse. Après, Il ne peut pas le faire lui-même, mais bon. Après, on se retrouve, on est quand même dans un tout petit patelin. Hein. Je sais pas, c'est fou de se dire que le boucher aurait commandité un meurtre. Tu vois, ça me paraît fou. Honnêtement, ça fait vraiment scénario de film, mais j'ai le goût d'y croire. Ouais, non, mais c'est vrai. Ce serait beau. Oui, ça serait beau. Justement, le patelin dans lequel il se passe rien. La sœur du boucher. Il y a une dernière hypothèse, donc la quatrième, ce serait une question d'argent. En effet, à peine quelques semaines plus tôt, Eric Kallers avait souscrit une police d'assurance au profit de sa femme et son fils s'il lui arrivait un problème, et dont le montant pouvait atteindre 1 million d'euros. Ouais, c'est pas mal hein, aussi cette hypothèse. Et d'ailleurs, grâce à cette assurance, sa femme a reçu 81 780 euros. On est loin du million, hein? On est loin du million, mais ça fait quand même une chouette somme. Évidemment, en même temps qu'elle a reçu de l'argent, je veux dire, c'est ça le but, mais... c'était juste quelques semaines avant, tu vois, qu'il avait souscrit. C'est toujours ça, hein? Ouais. C'est très Agatha Christie comme truc. Par contre, il faut savoir, justement, qu'a priori, il y avait seulement la mère d'Eric et l'une de ses sœurs qui étaient au courant de cette assurance vie. Sa femme affirme l'avoir découvert après le meurtre. Bon. Et on a appris qu'Eric avait décidé de souscrire à cette assurance
parce qu'il se sentait coupable suite à un incident qui a eu lieu le 15 septembre, donc environ 2 semaines avant les faits. Une partie de la maison avait été endommagée par un incendie causé par le fait qu'Eric n'avait pas correctement éteint la friteuse électrique. Ok. Donc en gros, 2 semaines avant les faits, il a failli foutre le feu à la maison. Il a souscrit à une assurance vie et puis il est mort juste après, quoi. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit Ouais, par rapport à cette histoire. Beaucoup d'hypothèses. Je vais remonter un petit peu dans ok. le chat. Je te laissais terminer tes hypothèses avant d'embarquer dans Jean-Michel Leblanc. Ouais. Mais bon, on nous dit que ça se voit quand c'est des tirs à bout portant. Donc, il y a comme la notion de la distance de la personne par rapport à Eric. Ouais. Là, c'était pas On a à aussi- bout, c'était pas à bout portant, hein. C'était pas à bout portant. C'était pas à Non, bout c'est ça, portant. c'était de proximité. Ouais, c'était pas loin en fait. Faut imaginer la voiture garée le long de la route. Et du coup, il y a la route. Et de l'autre côté, c'est pas un trottoir, c'est un fossé. Et a priori, le tueur était allongé dans le fossé. Ok. Ouais, c'est comme dans une tranchée, là, C'est ça. un peu. Ok. Il y en a qui disent que c'est sa femme qui l'aurait tué. Mais ça fait du sens avec le truc de police d'assurance, tu sais, si on a un motif. Ou sinon, le fait qu'elle avait un amant aussi. Peut-être qu'elle voulait vivre sa vie avec quelqu'un d'autre. Bah, Mais c'est vrai sait-on jamais. que la femme, il y avait double motif pour elle, quoi. Il y avait la police d'assurance Ouais. et en plus l'amant. Mm. C'est En- très, 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 très suspect. Mais de là à commanditer un meurtre ou à directement tuer son mari. Ouais, c'est sûr qu'il y a quand même une marge entre les deux, mais bon, elle, pour moi, elle est quand même très suspecte. Ensuite de ça, il y a Michael G qui dit la question d'argent reste la plus probable pour un meurtre. Mm. Ça fait partie des motifs, quelqu'un d'endetté et tout. Mais en même temps, comme tu disais, ça allait pas du tout avec le caractère de Eric. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment à propos d'Eric? Qu'est-ce que les gens savent à propos d'Eric? Bah, en fait, c'était vraiment la personne lambda, droite, euh, et qui posait pas de problème, tu vois. Hmm. C'est les pires, on dirait. Tu sais, c'est toujours ça. C'est toujours comme, ah, on s'en serait jamais douté. Ah bah c'est sûr. Tu sais, quand tu vis ta petite vie tranquille, comme, je sais pas s'il y a des fans ici de Ozark, là, mais bon, c'est un peu ça. Mm. Que c'est subtil. Et il y a quelqu'un qui nous dit, chat croit à la théorie de l'assurance vie. C'est vrai que La théorie elle, de l'assurance vie est assez populaire ici. ouais, c'est vrai qu'elle pensait toucher jusqu'à 1 million d'euros avec cette assurance vie, hein. Mais c'est vraiment, en même temps, c'est vraiment con parce que c'est tellement évident. Je veux dire, qui fait ça encore? Ça a été répété des millions de fois là, dans des documentaires de true crime ou... C'est quelque chose qui marche encore, ça, dans la tête des gens, de souscrire à une assurance vie puis de tuer son mari. Mais C'est quand elle, même- elle a jamais été suspectée, hein. Non. Mais est-ce qu'on sait si elle a jamais été suspectée ou si un peu, mais après enquête, non? A priori, elle a jamais été suspectée et elle était pas seule à la maison, il y avait son fils. Ok. Après, son fils était jeune, hein, il avait 11 ans, je crois. Mais a priori, ben voilà, elle était dans sa maison et c'est elle qui a découvert, Eric en train d'agoniser, quoi. Mais après, Hmm. il n'y a pas non plus de témoins qui ont vu que c'est elle qui a découvert à 21h37. Non, c'est ça, c'est selon sa timeline à elle. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est bizarre parce que le collègue, il y a un collègue aussi. Tu nous as parlé du collègue au début, mais le collègue en question, Oui. euh, Et je c'est suis quoi son passé. rôle là-dedans? Alors, je suis passé peut-être un peu vite sur le collègue, effectivement. Le collègue s'appelle Bruno Avet ou Avet, je sais pas trop comment ça se prononce. Et donc, ils covoiturent ensemble, hein, tout simplement. Il va le chercher le matin et il le ramène le soir. Et là, il l'a ramené chez lui donc à 21h30 et il est reparti direct. Et lui, il a même pas vu en fait les pneus à plat. C'est après quand Ok. Eric est descendu que lui, il a vu que ses pneus étaient à plat et puis il allait vérifier, quoi. Hmm, Et il a jamais ok, été soupçonné non plus, hein. ok. Il y a Ruby qui dit que son mari vient de prendre une assurance vie. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, Elle sera Ruby, dans fait les Ouais. journaux dans 2 semaines. dans le prochain épisode.
Il y a Michael qui dit à qui profite le crime? Bah là, clairement, à la femme, Mm. financièrement. Après j'imagine que si elle souhaitait pas sa mort, ça lui profite pas, quoi. Ouais. Ça lui profite financièrement, mais c'est pas pour ça qu'elle voulait absolument mort, quoi. Ben, en fait, on sait pas si elle voulait mort, Hmm. déjà, à la base. Est-ce qu'elle était triste? Est-ce qu'il y a eu comme. Est-ce qu'on sait sa réaction? Est-ce que. Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des indices par rapport à. Tu sais, toi, tu me dis, elle a été jamais mise en cause là-dedans. Jamais. En fait, elle a jamais été mise en cause parce que les policiers avaient trouvé le suspect idéal et ils se sont acharnés dessus. Ok. Puis Et là, on elle va en aussi, parler. et ouais, on va en parler. Et elle aussi, en fait, elle était convaincue que c'était bien, du coup, la personne dont je vais parler, Jean-Michel Leblanc, qui qui avait commis ce meurtre. Ok. Parle-nous de Jean-Michel Leblanc, là. Eh On est ben, rendu. ça marche. Donc Ouais. effectivement, on avait beaucoup de pistes à creuser et à suivre. Mais ouais, la police s'en est rapidement détournée car elle pensait avoir trouvé le suspect idéal. Celui-ci s'appelle donc Jean-Michel Leblanc. Il est marié à Françoise, l'une des sœurs d'Éric. Jean-Michel Leblanc travaillait à ADECO au moment des faits, c'est une agence d'intérim, et il était d'ailleurs Mhm. délégué syndical. Le couple a 3 enfants, et il vivait à ce moment-là également à Busnes, à 800 mètres du domicile des Calers. Avant d'expliquer quand même pourquoi il était considéré comme le suspect principal, je voudrais d'abord remettre un tout petit peu de contexte. A priori, il n'y avait aucune animosité entre les deux familles. Quelques jours auparavant, le 31 octobre, ils dînaient d'ailleurs ensemble. Et 2 semaines plus tôt, Jean-Michel était venu aider Eric dans les travaux pour réhabiliter sa cuisine suite au départ d'incendie avec la friteuse. Ah oui. Donc les deux La hommes friteuse. s'entendaient a priori très bien. L'enquête commence donc, et dès le lendemain des faits, le 3 novembre, les policiers interrogent le voisinage et les proches afin de savoir si certains d'entre eux détiennent des armes. Jean-Michel répond par la négative en disant, je cite, j'en ai jamais eu, ni fusil, ni carabine, ni revolver, ni pistolet. Mais tout bascule 3 mois plus tard, lorsque des voisins indiquent à la police qu'ils ont vu le fils Leblanc tirer avec une carabine qui pourrait être une 22 long rifle. Mmh. Donc Louche. on se retrouve le 15 février 2022. Non, c'était 2002? non 2002 pardon. Ouais, 2002. 20 ans plus tard, tu vois. Oui. Donc le couple est interrogé, il est interrogé à part, et la femme avoue. Elle indique que son mari avait menti pour ne pas avoir de problème, car l'arme n'était pas enregistrée. Elle avait été achetée, il y a plus de 20 ans, pour tirer des cibles dans le jardin. Il ne voulait pas d'ennui, alors il avait préféré passer ce détail sous silence. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais il a insisté qu'il n'y avait aucune arme. Et Bah, il aurait à quel point dû, tu te tires dans le pied en disant ça? il aurait dû la jouer fair play, quoi, direct. Ben oui. Direct Ben, expliquer le truc et il aurait pas paru suspect en fait. Mais là, direct, ça met un red flag sur sa tête, quoi. ben... Jean-Michel! Jean-Michel, t'as merdé là. Jean-Michel! Franchement! Oh my god! Non, mais pour vrai, il compte, tu sais. Voyons. En tout cas. Moi, je suis là à juger le gars, Jean-Michel, là, en tout cas. Je suis Ouais, trop mais investie dans ça se ton trouve, on aurait fait histoire. pareil. On aurait fait peut-être pareil parce qu'on aurait grave flippé, tu vois. T'as l'arme, t'as une arme qui ressemble, tu vois, et elle est dans ton grenier, quoi. Ouais, mais ça sert à quoi de mentir, là? Je veux dire, ils vont la trouver, ton arme. Hmm. Non? La mage de Clégo, Jean-Michel pas fiable. Il y a quelqu'un qui a dit Jean-Michel est pas si blanc que ça. Ah oui, et Jean-Michel Leblanc. C'est bon, hein? J'avoue, j'avais même pas pensé à ça. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit plutôt que ça ressemblait vraiment à un nom inventé. Un nom comme genre John Doe, là. Ah ouais, Jean-Michel Leblanc. non, non, C'est très nom c'est son inventé. vrai nom. C'est son Oh vrai nom non. par contre. Ouais. Puis, Voleur de ciseaux dit je trouve ça gros d'oublier qu'on possède un flingue. En effet. Ah non, c'est pas qu'il a oublié, Ah c'est non, juste. j'avais. Mais ouais, mais bon, tu sais. Il peut pas dire après qu'il avait oublié. Il Ah, a clairement omis cette information. il a pas dit qu'il l'avait oublié, il a dit il avait préféré cacher l'information Il parce a pas le que dire. justement, elle était pas enregistrée. Voilà, c'est ce qu'il dit en tout cas. Ok, là, on a une théorie vraiment, vraiment champ gauche. Peut-être que Eric a découvert qu'il y avait une maladie incurable, puis qu'il voulait pas que sa femme et son fils vivent dans les dettes. Puis qu'il aurait lui-même décidé de faire tout ça juste pour disparaître en fumée. Et de se tirer une balle dans le dos.
Non, mais c'est payer quelqu'un pour lui tirer Ouais, une balle dans le dos. ouais, mais Ouais, il l'aurait pas fait à ce... Enfin, ouais, ça, ça ça me va paraît loin très quand tiré même, par les là. cheveux quand même, hein. Ouais. On va continuer avec Jean-Michel, du coup, hein, pour l'instant. Jean-Michel. Ok. Jean-Michel semble un bon bouc émissaire. On continue. L'arme est ensuite récupérée dans le grenier des Leblanc et elle est donc analysée par un expert en balistique. Et voici la conclusion. Ouvrez les guillemets. Il est permis de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime. Fermez les guillemets. Ok. Le 17 février, Jean-Michel Leblanc est donc mis en examen pour meurtre avec préméditation dans l'attente d'une contre-expertise dans la prison de Béthune. À ce moment-là, les enquêteurs pensent qu'ils détiennent le meurtrier d'Eric Callers et qu'ils ont résolu l'enquête, alors que les proches et les voisins ne croient pas une minute à cette hypothèse. Son épouse raconte que le soir du drame, elle est rentrée à la maison vers 21h40. Elle est passée devant le domicile de son frère, Eric. Elle a noté qu'il y avait de l'agitation, sans se douter de ce qu'il venait de se passer. Elle est arrivée à la maison et a trouvé son mari en pyjama en train de regarder la télé. L'un des fils jouait à la console dans une pièce voisine avec l'un de ses amis. Leur fille était à l'étage dans sa chambre. Françoise a alors appelé chez son frère et a appris sa mort. Jean-Michel ne s'est pas rendu le soir du drame chez son beau-frère. Il a retourné une photo d'Eric qui était posée sur le buffet, comme s'il ne voulait plus voir ce visage. Et le lendemain, il a passé l'après-midi dans son jardin à bêcher, une attitude que les enquêteurs trouvent étrange. C'est mon genre, ça. Moi, quand j'ai la tête trop pleine, je vais faire des tâches connes. C'est comme je vais faire la vaisselle ou, tu sais, quand t'es comme perturbé. Ouais, je suis Tu sais, plutôt... c'est pas ça. Ouais, je suis d'accord, sauf qu'à ce moment-là, il est quand même censé bah, aider sa famille, peut-être, tu vois, à passer l'épreuve ensemble. Mais peut-être qu'il est trop perturbé, qu'il se change les idées. Ouais, rien, Des rien fois, de vaut un là, il y a des jardin. gens que. Pour vrai, il y a des gens qui gèrent très mal le deuil. Je dis ça comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Un deuil, de toute façon, chacun le gère à sa façon. Ouais. Et c'est vrai qu'il est dans son élément, dans son jardin. Alors, bah, il va dans son jardin et puis il s'occupe de son potager, quoi. Ben ouais, il est dans le. Ben, je sais pas, il essaie de penser à autre chose. Bon, disons qu'il est pas coupable. Disons que tout ça, ça le rend assez coupable, on s'entend. Mhm. Ben, disons qu'il l'est pas. Les comportements sont quand même euh, spéciaux. Ouais. La culpabilité aussi, comme dit voleur de ciseaux. Ouais, la culpabilité aussi, oui. En tout cas, selon la police, Jean-Michel avait un mobile, un héritage. Plus précisément, une pâture appartenant aux parents de la victime, qui n'étant pas décédés à l'époque et qui réfutait cette théorie. Ils ont même à multiples reprises appelé le juge d'instruction pour démentir cette histoire. Mais a priori, effectivement, il y avait une histoire, enfin selon la police, d'un héritage. Le fait de tuer Eric aurait pu provenir de cet héritage. Ça me paraît un petit peu bizarre, sachant qu'il restait quand même après la femme. Ben oui. Donc, Ah, mais non, mais parce que c'est le mari de sa sœur, donc peut-être que ça restait dans la famille. ah, ça aurait évincé sa femme. Ben, peut-être. Non, mais regarde, je donne un exemple. Peut-être que l'héritage en question aurait été séparé entre Éric et Françoise, par exemple. Et si Éric meurt, ça va tout à Françoise. Ouais, You know? je vois ce que tu veux dire, ouais. Aurait pu. Ouais, c'est comme si c'est un truc de famille, là. C'est pas en lien avec sa femme. Mais en tout cas, a priori, bah, les parents, eux, réfutent le truc, quoi. Pour eux, il n'y avait pas Ok. de problème entre les deux. Le 22 juillet 2002, alors que Jean-Michel Leblanc est en prison depuis 5 mois, la contre-expertise de 100 pages tombe et affirme que la balle n'a pas été tirée par ce fusil. Donc l'homme est rassuré, ses avocats confiants, mais contre toute attente, le juge demande le maintien de la peine. Selon lui, une troisième expertise est nécessaire. Pourquoi pas a priori, hein, parce que t'en as une qui dit oui, l'autre qui dit non, bah Ben oui. autant Ben oui. en mettre une troisième pour... Ben oui. on est un peu balle au centre, quoi. Ouais, mais ça dépend de la qualité des arguments dans les deux expertises, là. Mais ouais, je comprends le but de venir trancher avec une troisième. Hmm. Mais pendant ce temps-là, comme tu dis, il ignore complètement toutes les autres pistes. Ils sont vraiment focus sur Jean-Michel. Ouais, parce que là on est 5 mois plus tard, hein, et ils sont toujours dessus. Ouais. Mhm. En fait, toute l'énergie va sur lui. Ouais. Donc la troisième contre-expertise est réalisée le 17 décembre, et ses conclusions sont similaires à la deuxième et confirment donc que le fusil de Jean-Michel Leblanc n'est pas celui du meurtre. Hmm.
On a appris d'ailleurs des années plus tard que la première expertise avait été faite par un médecin légiste ayant un agrément en balistique, mais que sa machine était en panne le jour de l'expertise, et que le juge lui avait quand même mis la pression pour avoir un résultat rapidement. Alors elle avait été bâclée. Mais c'est con quand même. Il me semble que ça fait partie de ses responsabilités au médecin légiste, justement, être neutre, faire la recherche jusqu'au bout, non? Ouais, je pense qu'il a regardé sur Google, il a dit bah tiens, c'est la même arme, c'est un 22 long rifle. Oh my god. Mais Il y c'est a ouais. vraiment beaucoup de gens qui ont merdé, en fait, dans Bah cette clairement, ouais. histoire. Mais le pire, c'est que la troisième expertise, elle n'a pas suffi à libérer Jean-Michel Leblanc, qui est resté incarcéré, car une deuxième arme apparaît dans l'affaire. Non! Effectivement, si, on a retrouvé des fragments d'une autre carabine dans la poubelle de l'atelier de Jean-Michel. Ah! Des fragments dans la poubelle! Une carabine qu'il avait volontairement détruite. Jean-Michel, vraiment pas fiable. Hein. Aïe, 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 Jean-Michel! Non mais Jean-Michel, enfin. Comme on dit par chez nous, il court après le trouble. Mais il a pas vidé sa poubelle. Mais non, il a pas vidé sa poubelle. Mais ouais, quel con! Pour vrai! Il laisse l'arme du crime dans la poubelle. Chat qui dit, mais il a pas vidé sa poubelle. Il mérite sa cage. Il mérite sa cage. Bien vu. Pour vrai. Ok, mais attends. Le gars, il est sous enquête depuis 1 an au minimum. Déjà, il a menti à propos de son arme une première fois. Il y a 3 rapports d'expertise. Et en plus, là, il y a une arme qui apparaît dans sa poubelle alors qu'il est sous enquête encore. Ouais. Soit c'est le roi des cons, soit qu'il y a quelqu'un qui a mis une arme dans ses poubelles. Alors, Jean-Michel, forcément, il a répondu à ça, et il reconnaît qu'il a menti, encore une fois. Il y a une douzaine d'années, lors d'un déménagement d'un ami gendarme, celui-ci a oublié la carabine de son camion. C'est n'importe quoi. Ouais, vraiment. Alors, Jean-Michel a voulu s'en débarrasser lors du meurtre de son beau-frère de peur qu'on la retrouve. En fait, il avait 2 carabines chez lui au moment du meurtre et il a flippé de fou. Fait oui, mais... Surtout qu'il venait de dire qu'il n'y en avait pas d'armes. On arrive au 11 septembre 2003, donc on est bien plus d'1 an après les faits. Hein. Régis Dumont, l'ancien propriétaire du fusil, donc du 2e fusil, confirme cette histoire, expliquant qu'il ne l'avait jamais réclamée parce qu'elle avait un défaut de culasse et elle pouvait tirer que des petites cartouches. Et donc que la culasse ne pouvait pas contenir des balles de 22. Donc ça peut pas être l'arme. Ouais, ça peut pas être l'arme, sauf que les enquêteurs ils sont qu'à moitié convaincus. D'autant plus que Régis Dumont il fait partie du comité de soutien à Leblanc, alors il le considère pas vraiment comme fiable en fait. Pourtant, a priori, cette arme ne correspond pas, la balistique correspond pas, enfin c'est factuel en fait, c'est impossible. Bah non. Le 24 février 2004, après 2 ans d'incarcération, Jean-Michel est enfin libéré sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de rester dans le Pas-de-Calais et il est assigné à résidence chez sa sœur dans la région Rhône-Alpes. Il est toujours considéré comme le suspect principal dans l'affaire. Il a quand même pu compter sur le soutien de sa famille. Même les parents d'Eric Callers ont continué à soutenir cette demande de remise en liberté. Une pétition pour sa libération a recueilli 300 signatures. Un comité de soutien a vu le jour dans la société Adecco, là où il travaillait, et qui a permis de débloquer 20 000 € pour couvrir les frais de justice. Cependant, la veuve d'Eric Callers ne se joint pas à ce comité de soutien. Elle est convaincue que c'est bien Jean-Michel Leblanc, le meurtrier. Presque 10 ans vont ainsi s'écouler, sans qu'il ne soit fixé sur son sort, toujours mis en examen pour homicide, et toujours susceptible d'être renvoyé du jour au lendemain devant une cour d'assises. Donc les Leblanc vont finalement revendre leur maison et déménager. S'ensuit ensuite une succession de batailles juridiques. Un premier non-lieu est prononcé le 13 août 2013 en faveur de Jean-Michel Leblanc, mais l'avocat de Cécile Callers fait appel. On arrive après, en mai 2014, une nouvelle arme encore fait apparition, mais cette fois, elle n'est pas à Jean-Michel. Une troisième arme, non. effectivement. Non. Non, mais cette fois, je te rassure, c'est pas une arme retrouvée cette fois dans le grenier de Jean-Michel. C'est une carabine ayant appartenu à une femme qui a quitté Buzne après le meurtre, mais qui finalement n'est pas non plus l'arme du crime.
Ah, c'est n'importe quoi, toutes ces armes. Ouais, c'est n'importe quoi. Les armes réapparaissent 15 ans plus tard. On arrive ensuite au 9 juin 2016. La cour d'assises annule encore un deuxième non-lieu. Cette fois, un procès va avoir lieu. Et c'est le jeudi 15 novembre 2018 qu'un non-lieu définitif est accordé par la Cour de cassation. Jean-Michel Leblanc est donc innocenté après avoir vécu 17 ans dans la peau d'un suspect, dont 2 ans en détention. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve vraiment que c'est un gâchis. Aussi bien pour la vie de Jean-Michel Leblanc, qui a quand même été en suspens pendant 17 ans, mais également pour l'affaire qui maintenant, tu vois, 20 ans plus tard, elle se retrouve à son point de départ, avec aucun nouveau témoin, aucun nouveau suspect, des pistes qui auraient mérité d'être creusées à l'époque, mais qui ne l'ont pas été. Les enquêteurs sont focalisés, ils sont acharnés sur une seule personne, ils n'ont jamais vraiment cherché ailleurs, ils n'ont jamais voulu rien entendre, ils auraient pu explorer d'autres pistes, sa femme, l'assurance vie, l'erreur sur la personne, le meurtre commandité, et sûrement d'autres, parce que finalement ils sont pas allés bien loin. Pour ma part, moi j'espère qu'on retrouvera la personne qui a commis ce meurtre, pour que la famille puisse obtenir le dénouement et passer à autre chose. Mais là, je t'avoue que, à part trouver une 4e arme ou une 5e arme, je ne sais pas. Pauvre Jean-Mich. Ouais, Jean-Michel, il a pris cher quand même.